Oh putain, c'est chaud de trouver des idées pour Albator là. C'est vrai que pour Death Note c'était assez simple, mais pour Albator maintenant c'est dur quoi. Et toi Brandon, des idées? Moi j'en ai. But first, let me take a selfie. What the fuck? Oui, je sais, tu vas me maudire à vie parce que je t'ai mis la musique dans la tête, mais j'en ai rien à foutre. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un animé très intéressant, et comme vous avez pu le deviner grâce au générique et grâce au titre de la vidéo, c'est bien sûr Albator, le corsaire de l'espace. Vous allez me dire, Albator, il parle de Albator parce que le film est sorti récemment. Mais pas du tout, je suis vraiment fan de Albator. Albator, le corsaire de l'espace, ou Albator 78 appelé au Japon Ushukaizoku Captain Airlock, est une série télévisée de science-fiction d'animation japonaise en 42 épisodes de 24 minutes. Créée par Toei Animation d'après le manga de Leiji Matsumoto et diffusée entre le 14 mars 1978 et le 13 février 1979 sur TV Asahi. Et il a levé la perruque parce qu'il commence un peu à faire le chaud quand même. Enfin bref, en France, la série a été diffusée à partir du 7 janvier 1980 sur Antenne 2, dans l'émission Récréa 2. En Bretagne, la série a été doublée en breton et diffusée à partir du 1er décembre 2012 sur Brezo Web. Le premier épisode commence par une magnifique introduction. Lorsque toutes les mers du globe eurent disparu, les hommes pensèrent que la fin du monde était proche. Ils se désespérèrent, sans même songer aux richesses que l'espace infini pouvait leur offrir. Il leur aurait suffi de lever les yeux vers le ciel, mais ils en avaient perdu l'habitude. Seule une poignée d'hommes qui eut le courage d'aller explorer la mer du dessus, qui pouvait encore sauver l'humanité. Ils furent traités de fous et considérés comme hors la loi. Non mais putain, il a trop le swag quoi. Mais parlons maintenant du Synosis. En l'an 2977, vivre sur Terre est devenu une aisance. Le gouvernement exploite des ressources d'autres planètes et les répartit aux terriens. Cette abondance du bien-être fait que le peuple est dominé par l'oisivité. Une mystérieuse sphère noire vient de s'écraser sur la Terre. Le gouvernement n'intervient pas, pensant qu'il s'agit d'une ruse de pirate de l'espace Albator. C'est la sphère noire. La menace est bien réelle. Des sylvidres, des femmes végétales prêtes à tout pour reprendre la Terre, leur patrie. Seul Albator se rendra compte du danger qui menace les terriens et pour protéger sa fille Steli qui vit sur la Terre. Il combattra les sylvidres. Albator devra aussi déjouer les pièges de Vilac, le commandant des armées qui souhaite l'attraper par n'importe quel moyen. Albator, une référence de l'animation japonaise qui a marqué toute une génération de gamins aux grandes heures du Club Dorothée. Malheureusement pour moi, je suis arrivé un peu plus tard et n'avais donc jamais eu l'occasion de visionner l'intégrale de cette série devenue mythique. Voici donc un manque désormais réparé grâce au coffret intégral trouvé à un prix abordable dans une ancienne de la grande distribution. Il ne reste plus qu'à débuter ce fantastique voyage à bord de l'Atlantis, en compagnie de son équipage surprenant. Dans les profondeurs de l'espace, une menace se fait de plus en plus pressante, la race des sylvidres. Menée par la belliqueuse et cruelle reine Sylvedra, tente de prendre possession de la Terre et de réduire sa population en esclavage. Seul contre tous, le capitaine et son équipage feront tout pour éviter à leurs semblables ce funeste destin et ne reculeront devant aucun danger, tant que flottera sur le navire l'étendard de la liberté. Plus classique que ça, tu meurs. D'autant que le scénario fait appel à des ficelles et retournements de situation tellement énormes et prévisibles qu'on peut voir les événements arriver avant même qu'un quelconque personnage n'ait songé à lever le petit doigt. Albator a d'ailleurs le chic pour entraîner son petit monde dans des situations périlleuses dès que l'occasion se présente. Pour un homme de son expérience, on se demande quand même comment il fait pour tomber dans certains pièges qui lui sont tendus alors que même le spectateur se sent tel Sami Nasri dans Taxi 2 qui, coincé entre deux camions et encerclé de toutes parts par un commando, s'écrie nonchalamment « Oh ben ça alors, un piège !» Et le pire, c'est qu'il parvient toujours à s'en sortir, presque indemne, un simple bandage sur le bras où la jambe suffit largement à le remettre sur pied et à lui redonner l'envie de castagner de l'extraterrestre. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment dans le déroulement du scénario et l'enchaînement d'événements toujours plus improbables qu'il faut se concentrer pour comprendre les raisons du succès d'un tel animé. Techniquement, l'animé accuse son âge même si on peut reconnaître les efforts de la production pour obtenir une mise en scène aboutie
et une animation de qualité pour l'époque. Un travail extrêmement minutieux a notamment été fait au niveau des visages et expressions des protagonistes, qui retranscrivent à merveille leurs émotions à l'écran. Pour ce qui est de la bande son, en français comme en japonais, j'ai personnellement adoré et je ne m'en lasserai jamais. Je n'ai eu à disposition que la version française de l'anime. Sans être mauvaise langue, j'ai quand même eu la désagréable impression par moments que les doubleurs de l'époque étaient loin de se passionner pour leur travail et ne faisaient pas vraiment d'efforts pour coller au ton de la narration ou même au mouvement des lèvres des protagonistes. Et puis sérieusement, changer la voix dans les 3 derniers épisodes d'Albator. Non mais sérieusement, moi je dis what the fuck. C'est pas possible, non mais allô quoi. Salut les gars, je suis bien content de vous voir. Ouais, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Et t'as pas oublié l'argent que tu nous dois, j'espère. Non, je n'ai pas oublié. C'est juste que là en ce moment, j'ai pas vraiment d'argent. Ça fait déjà 2 ans que tu nous les dois, tu le sais ça? J'ai envie de chier, je vous laisse. Oui, mais j'ai un cancer. Mais c'est terrible. Non. En revanche, le doublé opening ending chanté par Eric Chardin est plutôt réussi. Malgré le caractère un peu gnangnan des paroles, la musique reste néanmoins facilement en tête et on comprend sa peine que ces génériques soient devenus cultes avec le temps. J'avoue donc être resté extrêmement dubitatif après la première poignée d'épisodes et avoir douté de sa qualité et de sa réputation que je jugeais alors largement surfaite. Comme quoi il est parfois bon de ne pas s'arrêter à une première impression que de se montrer suffisamment curieux et ouvert pour continuer l'aventure. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce qui fait la réussite et l'essence même d'une telle production? À cette question, je répondrai sans hésiter les personnages et le background d'une incroyable richesse sur laquelle s'appuie l'histoire. Commençons, si vous le permettez, par l'Atlantis et son équipage. La première chose qui frappe, c'est l'inégalité de traitement dont ont bénéficié les matelots du niveau du Chara Design. Hormis le capitaine et quelques proches, tout présente un physique extrêmement ingrat. Petit, rondouillard, difforme, mal habillé et peu au courant des bonnes manières. On fait tous partie de l'équipe Albator. On ne peut pas dire qu'ils incitent à la sympathie lors du premier contact. Cette pauvreté physique n'est en réalité qu'un trompe-l'œil, un miroir déformant au travers duquel il faut passer sans s'arrêter. Nombreuses seront les occasions pour eux de faire la démonstration de leur savoir-faire et de leurs compétences propres. S'il ne fallait qu'une preuve de leur grandeur d'âme, ce serait sûrement le fait que tous ont rejoint le navire après avoir vu leur ancienne vie réduite à néant par l'incompétence, le cynisme et la lâcheté des dirigeants humains. Plutôt que de se laisser détruire par la colère et le désespoir, ils ont choisi la voie du pardon et de l'abnégation pour protéger leurs semblables qui n'en mériteraient pourtant pas, tant de leur part, et les abandonneraient à leur sort au premier embruit venu. N'oublions pas non plus l'Atlantis, fantastique vaisseau issu des rêves de son créateur. Lui aussi pas très charismatique, un génie partageant avec Albator le même idéal de pouvoir afin de vivre libre et en paix. C'est plus qu'un simple vaisseau spatial hautement perfectionné, c'est un personnage central doué d'une certaine forme de conscience et capable de prendre des décisions quand son ami est dans le doute et ne sait plus que penser. Véritablement, c'est lui qui protège les hommes et femmes à son bord au péril de sa propre intégrité, un peu comme le Merry dans One Piece quand il essaie de protéger son équipage. T'inquiète pas Nabila, j'arrive pour te sauver. Non mais allô. Enfin, le capitaine lui-même reste une énigme. Il est l'archétype du héros valeureux, sans peur ni reproche, doté du charisme remarquable que procédure ce balafre. Le vrai problème en fait, c'est qu'on n'a que très peu d'éléments concernant son passé, hormis quelques épisodes décrivant son rôle lors de la création de son vaisseau. Aucun proche, aucune famille et aucun amour passé, juste une orpheline qu'il considère comme sa propre fille et pour qui il serait prêt à traverser la galaxie si elle venait à être menacée. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they... Parlons maintenant de leur redoutable adversaire, les Sylvidres. Ces femmes aux origines mystérieuses sont les sirènes de l'espace, capables de faire chavirer le cœur des marins les plus endurcis avant de les faire plonger dans l'abysse. Grâce à leur apparence éblouissante et fragile, elles représentent les désirs les plus indescriptibles des hommes qu'elles croisent et s'en servent comme une arme mortelle. Une amie, une fiancée, une femme, une fille, leur beauté surnaturelle et leur fragilité apparente leur permet de jouer n'importe quel rôle, dont elles finiront implacablement par user et abuser pour atteindre leur but. Méfie-toi de tes amis, de ta sœur et même de ta mère. Pourtant, on devine derrière ce jeu de séduction et d'apparence trompeuse un monstre dénué de toute émotion. Après tout, en mourant, les membres de cette race belliqueuse s'enflamment comme du papier dans un cri strident et caractéristique comme un funeste présage. Je vais te buter, sale Sylvidre. Il ne reste rien d'elle. Oh non!
à part un tas de cendres qui se dispersera au premier souffle. Ainsi sont les sylvidres. Elles ne se laissent aucune trace de leur passage en abattant impitoyablement les témoins de leurs actes, mais se voient elles-mêmes condamnées à ne pouvoir laisser aucun souvenir matériel de leur personne à leurs proches. Dans un sens, leur destin est peut-être pire que celui des races qu'elles asservissent. Pourtant, dans cet univers, rien n'est vraiment totalement blanc ou noir. Ainsi, malgré sa bravoure et son expérience, même Albator n'est pas à l'abri d'une erreur de jugement aux conséquences désastreuses. Dans cette guerre sans pitié, il finit par avoir les mains débordant de sang de ses ennemis et entraîne avec lui tout un équipage dont certains n'ont même pas encore atteint l'âge adulte. Dans le même ordre d'idées, son idéalisme forcené l'empêche de réaliser que ses victoires sur les sylvidres finissent par exposer plusieurs de ses proches à leur colère et les représailles qui s'ensuivent sous un poids extrêmement lourd qu'il devra malgré tout porter seul. Enfin, en période de repos, je trouve même qu'il force un peu sur la bouteille, il n'est pas un seul épisode sans qu'on le voit siffler quelques verres de vin rouge. Bel exemple pour la jeunesse, moi je vous le dis, l'équipage de l'Atlantis n'est même pas non plus un exemple à suivre à tout prix. Si c'est déjà un beau bazar en temps normal, ça devient carrément l'anarchie s'il se passe une trop longue période sans une bonne bataille. Dans ces conditions, ramener l'ordre, quand le besoin s'en fait sentir, peut être un vrai problème. Pour ce qui est des sylvidres, on comprend peu à peu que leur cruauté n'est que le reflet du désespoir qui les accable depuis la perte de leur monde d'origine et le début de leur long exil. Dans une véritable course contre la montre, elles jouent dans le conflit pour la conquête de la Terre, leur dernier espoir d'assurer leur survie et la pérennité de leur peuple. La reine elle-même admet que son rôle, la gravité de la situation de son peuple et le poids de sa tâche ne lui autorisent aucune hésitation. Si elle doit se présenter comme la dirigeante la plus cruelle de la longue histoire de sa nation, qu'il en soit ainsi. Enfin, on découvre au fur et à mesure du scénario à quel point leur civilisation fut brillante et leur technologie capable d'accomplir de véritables miracles. L'un d'eux, leur plus grand tabou, à savoir la destruction du corps après la mort, peut ainsi être empêché et permettre au corps de conserver son intégrité et sa beauté, même des millénaires après la mort. La plupart des créations sylvidres traduisent d'ailleurs cette obsession de laisser une trace après leur passage, afin que jamais on ne puisse les oublier. Finalement, les véritables victimes de ce conflit sanglant restent les enfants comme Steli, Ramis et bien d'autres, quel que soit leur camp d'origine. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi c'est toujours les enfants qui prennent en premier? Tous finissent par perdre des membres de leur famille ou de leur entourage, sacrifiés sur l'autel de la guerre et deviennent des pions entre les mains des adultes qui ne voient plus en eux que des otages de valeur ou des soldats que l'on pourrait modeler selon les besoins de la cause pour bien fléchir leur adversaire. Excusez-moi. Certains s'engagent même sous les couleurs de l'une ou de l'autre des factions alors qu'ils ne sont pas sortis de l'adolescence et deviennent à force d'expériences traumatisantes et véritables machines de guerre, capables de tuer sans hésiter si on leur en donne l'occasion. Quant aux amours naissantes, elles sont impitoyablement écrasées simplement parce que l'autre n'est pas du bon bord. Pour conclure, plus qu'une simple aventure de space opéra, Albator est un vrai récit philosophique dénonçant avec efficacité l'absurdité de guerre, ses conséquences sur les peuples y prenant part et le sort des jeunes générations prises dans le tourment. Bien sûr, tout cela a vieilli, mais l'univers qui s'ouvre devant nous vaut mieux l'effort de passer outre ce problème qui n'en est même pas un. Avant de finir, je vais quand même vous raconter quelques petites anecdotes sur Albator. Les 3 derniers épisodes de la série Albator 78 n'ont pas été diffusés en France. Ils avaient été estimés trop violents, ils ont été doublés et diffusés en 1999. Espèce d'enfoiré! Oula! Mais c'est violent tout ça, dis donc! Vous n'aurez pas les 3 derniers épisodes, les enfants. Bien que cette série ait été tournée avant Albator 84, les événements qui s'y passent se déroulent quelques années après la série d'Albator 84. Albator 84 nous dévoile le passé d'Albator, certains points de repère ont été changés ainsi que certains membres de l'équipage de l'Atlantis. Le nom Albator vient de l'albatros, l'oiseau des mers, et de Balator, un célèbre joueur du rugby bien sûr. Eric Chardin, le compositeur du générique de dessin animé Albator 78 de la version française, a voulu donner ce nom au corsaire de l'espace. En effet, le nom Captain Harlock ressemblait trop au Capitaine Haddock de Tintin, d'après Hergé, et cela risquait de prêter confusion. Albator, le corsaire de l'espace, s'inscrivait dans le cadre d'une déferlante des séries animées post-Star Wars, telles que Capitaine Flamme, Ulysse 31, ou encore Il était une fois l'espace, qui plaçaient tous leurs héros dans un cadre de space opéra, témoignant ainsi d'une certaine fascination de l'époque pour l'espace et la conquête spatiale. Il faut noter aussi qu'en France, cet animé fut un des symboles de l'arrivée massive de dessins animés japonais en masse. Il a commencé à avoir des premières polémiques sur leurs effets néfastes sur la jeunesse, alors qu'il dénonce justement un monde obsédé par la télévision et les loisirs. Le personnage d'Albator et ses variantes interviennent également dans de nombreux autres animés du même auteur, comme Galaxy Express 999, Genka Tetsudo 39 ou encore Queen Esmeraldas.
pour ne citer que 2 exemples parmi tant d'autres. Une des différences principales entre le manga et la série consiste en l'ajout du personnage de Stelly, absent de l'œuvre originale. C'est le réalisateur de la série Rentaro qui dut insister lourdement auprès de l'auteur Leiji Matsumoto pour que celui-ci accepte l'ajout du personnage. Et voilà, c'est la fin de ce point of view sur Albator. Bon, vous voyez un peu mon visage, là il est un peu mort. Bon, je sais, il y a certains trollers qui vont dire « Mais ton visage est toujours mort quoi !» Bref, vous pouvez aimer cette vidéo, commenter la vidéo si vous avez quelque chose à dire, la partager sur les réseaux sociaux Ask, Twitter, Facebook, Google+, Trickle, MySpace, YourSpace, etc. Et je crois que j'ai tout dit, la mettre dans vos favoris, etc. Et puis il me reste plus qu'à vous dire bisous Swaggy sur les fesses. Bon les gars, maintenant on fait quoi pour l'outro? C'est vrai ça. T'as une idée Simon? Oui, mais d'abord... But first, let me take a selfie. Non, putain. Non, c'est net, c'est bon. Ça va? Et en fait, si on faisait un Harlem Shake. Mais dégage là.